De prime abord, une évidence saute aux yeux. Il n'est en effet que d'égrener les noms d'auteurs ou d'intellectuels qui composent la nébuleuse des marxisti schmittiani, ainsi qu'on dénomme les marxistes schmittiens en Italie, étiquette débordant largement les frontières de ce pays. Donc il n'est que d'égrener ces noms pour se convaincre que les attractions ont davantage joué aux extrêmes qu'à l'intérieur des zones libérales de modération politique, caractérisées par l'incessante quête du compromis et les inéluctables vertus de la discussion. Or, c'est précisément par rejet viscéral de cette classe discutante, selon une formule empruntée à dessein à Donato Cortés, qu'une certaine gauche a pu se retrouver objectivement en phase avec un antilibéral conséquent, tel que fut Carl Schmitt, qui en quelque sorte réhabilita la pensée tombée dans l'oubli du diplomate espagnol précité. Ces auteurs, Giorgio Agamben, Étienne Balibar, Antonio Negri, Johannes Agnoli, Paul Piccone, Mario Tronti, etc., se réclamant du marxisme originel et qui cherchaient à le purger de son léninisme, ont trouvé chez Schmitt des arguments décisifs pour penser à nouveau la radicalité révolutionnaire dans un sens qui ne soit plus exclusivement prolétarien, puisque, s'étant détourné du holisme de classe, il s'oriente désormais vers l'individualisme des minorités. Cette gauche post-marxiste, délaissant le terrain concret des luttes sociales, s'est alors investie dans le champ intellectuel en vue d'élaborer une théorie critique renouvelant, puisqu'elle en découle, les penseurs de l'école de Francfort. Ces théories radicales critiques ont donc perçu et reconnu chez Schmitt un certain nombre de références, lesquelles, par un indéniable et subtil effet miroir, renvoyaient très nettement à leur matrice idéologique originelle. Des penseurs ou activistes tels Georges Sorel, Proudhon, Bakounine, Lénine, Mao ont exercé une influence notable sur la doctrine schmittienne de l'état d'exception, ou sur sa critique de la démocratie libérale, au point vraisemblablement d'avoir aidé le juriste à porter à incandescence certains concepts limites, comme ceux d'ennemi ou d'exception. Ce faisant, Schmitt renvoie à l'extrême gauche radicale des thématiques familières susceptibles d'influencer profondément la propre pensée de cette dernière. Dès lors, ne peut-on valablement saisir les motifs de la réception de la pensée de Carl Schmitt par une partie de la théorie critique si l'on minimise le rejet du libéralisme par le juriste de Plettenberg. De manière analogue à l'effet corrosif de la fraude en droit, pour Schmitt, le libéralisme corrompt tout en politique. Chez les marxistes critiques, radicaux, le libéralisme, dans son expression parlementaire et démocratique, relèverait donc d'un état d'exception permanent. De plus, les rapports de Carl Schmitt avec la pensée radicale sont loin de se résumer à de prosaïques emprunts conceptuels ou doctrinaux, tant l'un et l'autre, à partir précisément des topos anarcho-syndicalistes et marxistes, voire marxiens, se sont sciemment émancipés de leurs sources d'inspiration réciproque. La nouvelle pensée critique, apparue au lendemain de la chute du mur de Berlin et réactivée formidablement au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, a rapidement manifesté son ambition, selon le mot de Mario Tronti, l'un des fondateurs de l'opéraïsme italien, je cite, d'extorquer à Schmitt le secret de l'autonomie du politique pour le remettre comme arme offensive au parti de la classe ouvrière. Mais, ajoute encore Tronti, ce ne fut que la raison naïve de la rencontre. Attendu en effet que l'enjeu était tout autre pour cette gauche, connaître l'ennemi de classe. Donc Carl Schmitt symbolisait l'archétype le plus significatif, compte tenu de son engagement, certes bref, mais indélébile, dans les rangs du Parti national-socialiste des travailleurs allemands en 1933. Toutefois, ne soyons pas dupes et notons que Carl Schmitt a représenté pour la gauche radicale contemporaine le moment théorique décisif par lequel elle s'est conceptuellement renouvelée en épousant, pour les besoins de sa propre cause, une pensée oscillant entre droit, théologie politique et politique. Ayant manifestement échoué à endiguer l'avancée du capitalisme au bénéfice d'un antagonisme révolutionnaire de classe devant mener à la dictature du prolétariat puis à l'effondrement de l'État, les théoriciens post-marxistes, léninistes, ont orienté différemment leur stratégie, désormais hantée, sur un procès systématique en illégitimité structurelle et constitutionnelle, dans l'acception physiologique du terme, de l'état de droit libéral. L'opération d'extorsion se comprend d'autant mieux que la gauche critique a récupéré et métabolisé à son profit les concepts les plus opératoires d'un esprit dangereux et peu fréquentable.
Mais du même coup, elle consentait à cet aveu qu'il était impossible au XXe siècle de lire politiquement Marx sans Schmitt, pour la simple raison, souligne Mario Tronti, qu'il existe entre Marx et Schmitt un rapport de complémentarité historique naturelle. Mais bien que s'adossant à la pensée de Carl Schmitt pour nourrir une praxis subversive, la gauche radicale en a fait un usage détourné, bien que plus conforme à son idiosyncrasie idéologique que fidèle à la pensée de son modèle. C'est ce que nous allons tenter d'illustrer en évoquant brièvement les critiques schmittiennes de Giorgio Agamben, Chantal Mouffe et Étienne Balibar. Giorgio Agamben fait partie de ces penseurs radicaux italiens, intellectuellement stimulants, mais qui, tout en voulant aveuglément combattre le libéralisme, en défendent paradoxalement les positions à l'aide de notions empruntées à un de ses plus intraitables contempteurs. Dénonçant à juste titre les dérives liberticides de l'état de droit libéral, notamment en remettant en cause tant le dit État que le droit inhérent à cet État, le philosophe italien se claque-mure nonobstant dans une intenable schizophrénie en soutenant simultanément un anti-juridisme anarchisant et une défense des normes engendrées par toute violation contra legem. L'Italien développe sa thèse fameuse de l'état d'exception permanent pour expliquer que, depuis la Révolution française, la plupart des États occidentaux ont recouru d'une manière ou d'une autre à la concentration des pouvoirs entre les mains de l'exécutif gouvernemental qui se retrancherait systématiquement derrière l'alibi de la sécurité de l'État ou de la protection des citoyens. Agamben investit pour les besoins de sa cause le champ schmittien de la dictature et de la situation d'exception. À la théorie de la dictature de Schmitt, il oppose l'ancien justicium du droit romain, considérant que l'état d'exception culmine dans la mise en œuvre de cette institution. Le justicium est mis en place par le Sénat grâce à un senatus consultum ultimum, un décret, afin de prévenir une menace de trouble extérieur ou intérieur appelé tumultus. Si Schmitt s'emploie à démontrer que la normalité prend tout son sens avec l'avènement de l'exception, Agamben affirme au contraire, je cite, que l'état d'exception n'est pas une dictature, mais un espace vide de droit, une zone d'anomie. Ce vide entraîne logiquement une situation d'anomie, d'inexistence de la norme, au point que, toujours selon Agamben, celui qui agit durant le justicium n'exécute ni ne transgresse, mais inexécute le droit. Ici transparaît un antijuridisme forcené qui conduit le philosophe italien à délaturer la pensée de Carl Schmitt, ce dévoiement se nichant précisément dans l'ellipse préjudiciable de la notion fondamentale chez l'Allemand, la décision. Or, la décision n'est rien moins anomique, attendue qu'en tant qu'expression ultime du souverain, comme lui. Elle en est, selon Schmitt, je cite, en marge de l'ordre juridique, normalement en vigueur, tout en lui en étant soumis. Car, par le contenu que le souverain voudra bien lui donner à cette décision, celle-ci aura vocation à trancher si la Constitution doit être suspendue en totalité. Si le droit recule en situation d'exception, l'État demeure, nous dit Schmitt. En conséquence de quoi ne peut-on valablement parler d'anomie, là où précisément se pérennise un ordre concret. On peut donc dire qu'Agamben théorise le mal absolu de l'état d'exception total qu'il voit partout, mais davantage en l'absence de Schmitt que contre lui. De son côté, en revanche, Chantal Mouffe se positionne de manière nettement plus franche contre Schmitt, tout en assumant expressément partir de lui. Une telle attitude, est-il important de le relever, si elle marque la volonté de se démarquer d'une œuvre ou d'une thèse soumise, pour l'essentiel, au test popérien de réfutabilité scientifique, n'emprunte en rien au registre polémogène de l'ennemi. De ce point de vue, Chantal Mouffe apparaît paradoxalement comme une schmittienne d'autant plus conséquente que son anti-schmittianisme se nourrit avant tout de l'agonistique du débat contradictoire. Mais sur le fond, la thèse agonistique défendue par Mouffe présente l'importante faiblesse de manquer d'intensité, sinon de manquer l'intensité. Ici, son recours à Schmitt serait tenu pour pratiquement superfétatoire tant elle retranche de l'antagonisme ami-ennemi, mis en exergue par Schmitt, son caractère limite qui conditionne spécialement l'existence du politique. En résumé, Chantal Mouffe fait entrer triomphalement Carl Schmitt par la porte de l'antagonisme pour le faire pitoyablement sortir par le vasistas de l'agonisme. Or, de deux choses l'une. Soit l'approche existentielle de Carl Schmitt est adaptée à la situation qu'elle prétend décrire, et en ce cas, il n'y a-t-il aucun motif de s'en exonérer en minorant ou en relativisant la thèse antagonistique, soit au contraire,
Cette thèse est incompatible avec une analyse des concurrences qui travaillent en profondeur le champ démocratique, et l'on ne voit pas ce qui justifie la convocation du juriste. Cependant, en observatrice avisée de la réalité politique, Mouffe est bien consciente du caractère agissant comme de la portée opératoire du conflit au sein de l'arène démocratique. Repoussant l'inertie du consensus comme adémocratique, elle en appelle à bon droit à la revitalisation de la disputatio, de la confrontation pacifique en tant que creuset, certes provisoire, de la vérité politique. Son appel à la voie du populisme, hégémonie démocratique, pour contrer celle du consensus libéral rationnel, autre hégémonie, celle d'une élite ayant confisqué le pouvoir, semble être en effet l'unique moyen de réactiver une démocratie en berne. C'est précisément ce qui rend incompréhensible son agonisme, par ailleurs suspendu à des aménagements institutionnels par l'appareil d'État, en vue de permettre sa pleine expression, qui donne l'impression de rester au milieu du gué, par crainte, semble-t-il, d'affronter démocratiquement l'antagonisme, y compris jusqu'à son plus haut degré de tension. S'agissant enfin d'Étienne Balibar, on relèvera que son argumentaire se déploie malgré Schmitt, dans un paradoxe de l'exception épistémologique, pourrait-on dire. Comme chez Chantal Mouffe, bien que non dénué d'une certaine ambivalence, son intérêt pour Schmitt demeure malgré tout assez clairement assumé, davantage en tout cas que chez certains de ses confrères, à l'instar par exemple d'Antonio Negri, qui, bien que visiblement fasciné par la figure de Schmitt, le taxe néanmoins de fasciste extrême, comme s'il tenait absolument à minimiser la fréquentation, par effraction, d'une source conceptuelle pourtant explicite dans sa réflexion. L'étude introductive que Balibar consacre au Léviathan dans la doctrine de l'État de Thomas Hobbes, censé échec d'un symbole politique, et c'est que Carl Schmitt consacre en 1938 au père du libéralisme politique autoritaire, vaut le détour par son exégèse souvent lumineuse de la représentation hobbesienne de l'État. La démarche de Balibar consiste à hisser Schmitt au rang d'ennemi politique, sans que l'on sache d'ailleurs très bien, distinctement, si c'est l'ennemi en tant que nazi qui serait visé, ou bien l'ennemi antilibéral de la démocratie, voire les deux concomitamment. Toujours est-il qu'il justifie avec le concours de Lénine, mobilisé en l'espèce à des fins exonératoires, cette fréquentation des œuvres du juriste allemand. Pour Balibar, je cite, « Pour connaître l'ennemi, il faut aller au pays de l'ennemi ». Ensuite, Balibar fait-il apparemment preuve d'une forme de courage intellectuel en admettant la jonction des extrêmes, estimant qu'il revient presque naturellement, je cite là encore Balibar, aux révolutionnaires et aux contre-révolutionnaires de mettre en évidence les contradictions de l'ordre existant. Schmitt a indéniablement tiré les leçons d'une certaine pensée révolutionnaire. Il s'agit de savoir ce qu'en retour, une pensée révolutionnaire peut puiser dans son œuvre. Pour Balibar, l'ordre libéral ne comporterait pas moins à son tour, je cite encore Balibar, sa phase d'exception, avouée ou dissimulée. Ce qui l'amène à conclure sans embâche que l'extrémisme est aussi au centre, et pas seulement aux marges. Ce spécialiste incontesté, souvent inspiré de Spinoza, nourrit une hostilité presque systématique à l'égard d'une normalité politico-constitutionnelle qu'il juge a priori insincère et qui serait vécue comme une véritable entreprise d'occultation, c'est-à-dire d'oppression. Pour Jean-Claude Monod, Balibar tient l'appareil d'État-nation pour essentiellement coercitif, et il dit « dont le fonctionnement normal masquerait toujours des processus d'exclusion, d'enfermement, de police particulièrement visibles sur ses bords, ses frontières physiques et juridiques. » Ici, le rapprochement d'avec Schmitt bute d'emblée sur la frontière balibarienne que le français érige contre l'État, et pas seulement contre l'État de droit libéral. Pour conclure, nous avons commencé par un constat et nous terminerons par un autre constat. Malgré les usages et emplois des concepts schmittiens par la pensée critique, cette pensée critique, semble s'obstiner à n'en vouloir sciemment rien entendre quant à leur signification profonde. De la sorte, les penseurs de la gauche radicale font de Schmitt leur ami conceptuel tout en le désignant comme l'ennemi substantiel, nazi ou libéral autoritaire, dont il convient de se débarrasser et d'oublier au plus vite une fois réalisée l'opération de captation d'héritage intellectuel. Je vous remercie.